Parfait. On me dit qu'il faut faire taire sur l'estrade et que le silence doit se faire dans la salle, donc nous allons pouvoir commencer. Merci à tous de vous joindre à nous pour cette table ronde, la troisième de cette journée, qui s'intitule « Transmission intergénérationnelle et construction des mémoires ». Je vais faire une courte introduction pour poser la règle et présenter nos intervenants. Ensuite, ils auront 12 à 15 minutes chacun. Et puis, on aura un petit dialogue avec la salle. Alors, je vais commencer par Didier Nebo, qui est médecin, ici à ma gauche, écrivain, président d'honneur de l'association Montréal, et qui est une association qui travaille sur la mémoire et la tradition des Juifs d'Algérie. À la droite de Didier Nebo, Azouz Begag, qu'on présente quand même, oui. Enseignant, universitaire, chercheur, ancien ministre du gouvernement Villepin, romancier à succès, né à Lyon et qui nous racontera, qui témoignera de ce qu'a été cette période de la fin de la guerre d'Algérie et comment il l'a vécu. Nabil Jarfi, qui est, tu me corriges si je dis des bêtises, mais en principe tout est bon, hein, membre de la commission Mémoire et Vérité, mise en place par le président français Macron, et petit-fils de Harki. Donc on aura également une discussion, un témoignage peut-être même avec toi sur la manière dont se fait la transmission dans ta famille et notamment peut-être tu pourras nous raconter comment ton grand-père a vécu et vit ces choses. Et à ma droite, Nicolas Bancel, un collègue universitaire, historien, qui est à l'Université de Lausanne. D'ailleurs, je vais commencer par lui. Tout de suite, après un court propos liminaire, Nicolas, puisque tu as beaucoup travaillé sur ces sujets, sur cette question-là, comment se transmet une mémoire aussi douloureuse, mais également une mémoire qui est fragmentée, parce que mémoire, il faut le donner et le dire au pluriel. Ici, nous avons des représentants ou des descendants d'acteurs de cette histoire de la guerre d'Algérie, et les mémoires ne se croisent pas nécessairement. J'ajoute juste que pour mettre un petit peu mon grain de sel, même si mon rôle va se limiter à passer les plats à nos intervenants, je crois que nous sommes arrivés à un momentum historique dans lequel il faut davantage entrer dans l'histoire et donc écrire et raconter cette histoire à partir sur la base d'archives, de témoignages, de documents, parce qu'ils ne sont pas faillibles, alors que la mémoire, la biologie fait son œuvre pour tous, nul n'est épargné, elle peut parfois nous trahir. Et par conséquent, il me semble que, on verra avec Nicolas, toi ce que tu en penses, peut-être dans un second temps, que peut-être c'est le bon moment pour passer de l'un à l'autre, de cette mémoire qui a longtemps été travaillée, peut-être transmise ou pas, on le verra avec nos intervenants, pour entrer dans l'histoire qui ne peut à la fois ni être falsifiée, ni être mythifiée, ni être contestée. Nicolas, tu as la parole. Merci pour 12-15 minutes. D'accord. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est une question très difficile. Je pense également que ce que je vais pouvoir dire n'aura pas la force de ce qu'on va écouter ensuite, puisque je ne vais pas exposer le témoignage d'une mémoire, mais essayer de comprendre en fait une question qui me taraude depuis longtemps, que je travaille sur l'histoire de la colonisation, c'est en particulier pour l'histoire de la guerre d'Algérie, pourquoi ça bloque en fait? Pourquoi ces mémoires, en France en particulier,
ont tellement de difficultés à émerger. Alors je pense qu'il faut tenir compte de la situation très spécifique de la France. Mais tout d'abord, je pense qu'il y a un travail du temps. On le constate, ça, comme historien. Des acteurs qui ont vécu des événements traumatiques ont souvent de grandes difficultés à l'exprimer, à le coucher sur le papier, à le dire, et encore plus souvent à le transmettre à leurs enfants. Donc je pense qu'il y a une inertie qui est liée aussi à la nature de ce qu'on a vécu. Et la nature de ce qu'on a vécu pendant la guerre d'Algérie, c'est bien souvent terrifiant. Ça crée un traumatisme qui demande parfois 1 ou 2 générations avant de simplement pouvoir être dit. Souvenez-vous, je prends ce parallèle sans évidemment faire de comparaison historique équivalente, mais souvenez-vous par exemple de le temps qu'il a fallu 2 générations en fait, pour que les rescapés de la Shoah commencent vraiment à parler. On avait quelques témoignages, bien sûr, Primo Levi, on en a eu au début, mais la très grande majorité des internés des camps de concentration se sont tus pendant très très longtemps. Ils ont parlé au soir de leur vie. Et je pense que pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, on est face à un phénomène comparable, sans comparer bien sûr ces deux moments historiques. Un phénomène comparable, et peut-être cette période qui depuis s'est ouverte, je pense, il y a une quinzaine d'années, est-elle propice justement à l'expression de ces mémoires? On le voit dans des films, on le voit dans des documentaires notamment, hein, c'est tout à fait extraordinaire aujourd'hui le nombre de documentaires qu'on a sur la guerre d'Algérie et le nombre de témoins qui parlent aujourd'hui. D'ailleurs, quelle que soit leur position pendant les événements, que ce soit des bourreaux qui parlent, parce que les bourreaux peuvent parler aussi, ils sont tout aussi intéressants que les victimes à écouter, et bien sûr des Algériens qui ont participé à la guerre de libération. Donc ça, je crois que c'est un point important, le travail de deuil, le travail du temps. Ensuite, je crois qu'il faut essayer de faire une espèce de mapping de la situation, on peut dire sociologique, de ce que signifient les mémoires de la guerre d'Algérie. Parce que, comme tu viens de le souligner, toutes les mémoires ne sont pas en accord. La mémoire des harkis, on en aura sans doute un témoignage tout à l'heure, n'est pas celle des rapatriés. Elle n'est pas celle non plus de ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie de l'autre côté du miroir. Les descendants notamment des combattants du FLN. Et ça nous donne une situation qui est très complexe, parce que la France est dans une situation assez exceptionnelle par rapport à son histoire coloniale, à savoir qu'elle n'a pas de lieu de savoir, de lieu muséal, patrimonial dédié à cette histoire, qui a pourtant plusieurs siècles, et qui a évidemment une importance capitale, je dirais, dans l'histoire de la France et du rapport qu'elle a entretenu au monde depuis un siècle. C'est très différent, par exemple, si vous allez en Belgique, où depuis 15 ans, maintenant, le musée de Tervuren s'est complètement renouvelé, a fait une large place au débat critique sur l'histoire coloniale et postcoloniale. Si vous allez à l'Imperial Museum à Londres, ou encore les débats très animés qui existent en Allemagne. Aujourd'hui, en France, ça bloque encore. Et je pense que ça bloque peut-être parce qu'il y a ce traumatisme toujours, qui est difficile à accepter pour une nation. On peut se représenter le fait d'avoir une armée qui a torturé en masse, qui a institutionnalisé la violence. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est difficile. Je crois que depuis quelques années, un effort est fait de ce côté. Mais en tout cas, on a ces mémoires conflictuelles qui sont des mémoires inflammables. À chaque mémoire concurrente sont adossés des groupes qui peuvent donner de la voix. Je donnerai 2 exemples. Depuis très longtemps, en fait, depuis quasiment les années 60, un certain nombre d'associations rapatriées ont colonisé en fait l'espace public en disposant des stèles, des monuments, en mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie ou en mémoire de l'œuvre, entre guillemets, colonisatrice de la France. C'est l'expression d'une mémoire qui se déploie comme ça sur le territoire, qui existe par un maillage. Vous avez des musées qui ont été projetés en France, plusieurs, dès les années 2000. On avait, je ne vais pas trop m'étendre, mais je prendrai un seul exemple, le mémorial de la France d'outre-mer à Marseille, qui était soutenu par la majorité du conseil municipal de Marseille, qui était soutenu par le conseil régional, qui avait même l'aval de la présidence de la République.
ce musée s'orientait, selon toute hypothèse, vers une lecture très partisane, très nostalgique de l'histoire de la guerre de l'Algérie en général et de la guerre de l'Algérie en particulier. Eh bien, ça a créé des réactions extrêmement puissantes, à la fois d'associations d'Algériens en France, d'intellectuels, d'historiens, etc. Et ce musée n'a pas pu voir le jour. D'autres projets de même nature ont été envisagés dans d'autres villes comme Montpellier, Montredon-la-Bressionnier. Tous ont échoué. Donc vous voyez quelque chose qui coince du point de vue institutionnel, mais qui renvoie à cette difficulté, en fait, de pouvoir faire dialoguer des mémoires entre elles qui sont si différentes. Et du caractère, encore une fois, inflammable politiquement, qui rend les politiques extrêmement prudents. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y a eu quelques pas, c'est vrai. On est quelques opinions qu'on ait sur le gouvernement Macron. Depuis les indépendants, je crois qu'aucun pas aussi grand n'avait été fait dans le sens d'une élucidation de cette histoire au sein de la société française. Deuxième chose que j'aimerais dire, et après je m'arrêterai parce que je n'ai pas regardé ma montre, mais voilà. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que il y a, et tu m'as orienté là-dessus, il y a, oui, bien sûr, une différence entre les mémoires et l'histoire. Et en ce qui concerne l'histoire de l'Algérie coloniale et l'histoire de la guerre d'Algérie, les historiens ont fait leur travail depuis les années 60. Il y a une historiographie considérable aujourd'hui sur l'histoire de la guerre d'Algérie en particulier, sur l'histoire de la colonisation française en Algérie. Sur les 19e siècle, on en sait un peu moins, mais enfin, on en sait quand même beaucoup. On sait notamment l'incroyable violence déchaînée pendant la conquête, qui est sans doute là aussi l'une des explications de la difficulté à assumer ce trauma historique. Peut-être qu'on en sait moins, effectivement, sur la place de l'Algérie dans le monde arabe, depuis la conquête jusqu'à aujourd'hui. Il me semble qu'il y a aussi sans doute des choses à réfléchir. Enfin, une chose sur laquelle on doit réfléchir, je ne suis pas le seul à réfléchir là-dessus, c'est la dissymétrie qui existe entre une France avec les difficultés que je viens de décrire et une Algérie qui a des difficultés aussi énormes, mais d'un autre ordre. Alors peut-être, ça a été évoqué tout à l'heure, ces difficultés, elles tiennent essentiellement à l'instrumentalisation de la mémoire de la révolution algérienne par le pouvoir du FLN, disons les choses clairement. Et que cette appropriation de la mémoire historique, parce qu'on ne parle pas d'histoire, on parle bien d'une histoire mythifiée, eh bien, a concouru, je pense, aussi à éteindre d'une certaine manière les échanges qui auraient pu être faits entre la France et l'Algérie sur cet enjeu mémoriel. On voit d'ailleurs que les trajectoires de la mémoire de la guerre d'Algérie en Algérie même sont complexes. Si on pense aux manifestations en 2019 du Irak, j'ai eu un dossier là-dessus en master, eh bien, il y avait une réappropriation, une revendication de la révolution algérienne contre le pouvoir FLN qui l'avait en quelque sorte confisqué. Donc, quand on entre dans l'analyse politique, sociologique de ces mémoires, on se rend compte qu'elles sont complexes, elles sont diverses, elles ne s'accordent pas. Ce sont des enjeux qui sont des enjeux identitaires, parce qu'effectivement, la mémoire n'est pas l'histoire. Comment faire avec cette mémoire de la guerre d'Algérie? Comment faire pour la rendre dissible? Comment faire pour exister soi-même quand on l'a dit? C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident sans la transformer. Et je crois que c'est aussi une des questions peut-être qui nous occupera aujourd'hui. Merci. Merci Nicolas. Je vais me tourner maintenant vers Azouz Begag. Il y a une passerelle là sur cette partie de cette histoire et la manière dont on te l'a racontée ou transmise ou pas. Quels sont les blancs? À quel moment, comme pour reprendre l'expression de Nicolas, ça coince? Est-ce que ça coince? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Je suis né non pas dans un village d'Algérie, mais à Lyon. Je suis un voisin des Genevois. Je voudrais dire que ce matin, lorsque nous fîmes ce voyage en bateau entre Lausanne et Évian, en écoutant les intervenants parler du rôle de la Suisse, des Suisses dans les accords d'Évian, on a tous la chair de poule. Bon sang, il y a quelque chose qui se passe. Progressivement, en arrivant vers la ville d'Évian, on se rend compte que c'est là que l'histoire s'est jouée. Quelle histoire? Celle de nos parents, celle de nos ancêtres aussi, celle de la France, peut-être aussi l'itinéraire de l'émir Abdelkader. Et ça soulève la chair de poule parce que nos os sont touchés par la profondeur de cette histoire. Parce qu'on a une histoire. Je suis né dans la ville de Lyon, mais pas exactement dans la ville de Lyon. Je suis né dans un bidonville algérien, à l'orée de la ville de Lyon, où habitaient 25 familles, toutes originaires de Sétif. La plus grande communauté algérienne de Sétif en France est à Lyon et dans la région. Et depuis ce matin, et depuis 1 an, et depuis 20 ans, et depuis 60 ans, j'entends parler de Sétif. Et depuis 60 ans, chaque été, je vais dans cette ville de Sétif, dans ce quartier qu'on appelle Chiminou. Chiminou, c'est pas Michael Cimino, c'est les cheminots, le quartier des cheminots, à côté de la gare Langar. Et depuis que je suis enfant, et qu'avec ma mère, nous allions de ce bidonville pourri de l'orée de Lyon à Sétif, quand on sort de la gare, je vois les silos à grains de la Compagnie Générale de Blé. C'est la compagnie de Genève, la compagnie genevoise. Et depuis que je suis enfant, j'ai un rapport charnel, affectif, avec la ville de Genève et avec les Suisses. Parce qu'il y a notre histoire derrière. Je voulais dire tout à l'heure aussi que Rachid Mekloufi, le joueur légendaire de football de Saint-Étienne, était parti aussi rejoindre l'équipe du FLN en passant clandestinement la frontière vers Genève, là-bas. J'ai 2 filles qui sont issues d'un mariage mixte franco-algérien qui travaillent à Genève et qui habitent chez François-Marie Arouet, dit Voltaire. Tout ramène l'histoire de ma famille et de ce bidonville aux Genevois, dans la région de Sétif, qui était très fertile, qui était le grenier à blé de cette région. Je suis né j'aime pas le dire parce que ça raconte une histoire qui passe trop vite, je suis né en 1957, à Lyon, en pleine guerre d'Algérie. J'ai un petit-fils qui a 4 ans, qui habite à côté de chez Voltaire. Tout ce que je lui dis, il le retient, mais gravement. Il s'en imprègne, tout ce que je lui raconte à 4 ans. Et je suis certain, quand il aura 64 ans, il se souviendra encore de ce moment où je lui racontais quelque chose qui aura gravé, non pas seulement sa mémoire, mais les profondeurs de son identité. Eh bien, nous, les enfants de ce bidonville sétifien à Lyon, on a entendu nos parents qui nous envoyaient nous coucher et qui parlaient avec des gens du FLN, l'Khawa, les frères, qui venaient récolter l'argent que mon père était chargé auprès de notre communauté de lever chaque mois, l'impôt du FLN. J'avais 4 ans ou 5 ans, je me souviens un jour que nos parents nous ont fait dégager de la salle où apparemment un de nos frères avait montré un pistolet, une arme à feu, qui avait été dérobé à un policier ou à un gendarme français qui avait été tué. Et que mon père, ayant vu que j'avais vu, il avait peur pour moi et pour lui.
Ces souvenirs, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, marquent définitivement une identité, en tous les cas une identification. Nos parents, présumés nés pour mon père en 1912, présumés nés pour ma mère en 1918, avaient 30 ans le 8 mai 1945 à Sétif. Ma mère m'a seulement dit qu'un jour, le curé de Périgauville avait été assassiné devant chez eux. Il roulait dans sa mobilette pétaradante, il rentrait dans son village quand il a été tué. C'est tout ce qu'elle m'a dit, c'est tout ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils avaient une doctrine, nos parents algériens, sétifiens. Cette doctrine, c'était « Celui qui garde fermée la bouche ne risque pas d'avaler des mouches ». En français, on se la ferme, c'est mieux pour nous. Une autre doctrine plus algérienne, plus orientale, chez les fêtes, mat. Incroyable, chez les fêtes, mat. C'est-à-dire, ce qui est passé est mort. N'en parlons plus, ne sortons pas les cadavres de cette guerre d'Algérie. À quoi bon? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, fils? Qui nous ont fait du mal, qui nous ont empêchés d'aller à l'école et qu'on est analphabète parce qu'on n'a pas eu le droit d'aller à l'école de France. En Algérie, où on votait pour le 2e collège, où mon père était dans la ferme d'un colon, Cros, Fernand Cros. J'ai mis des années à retrouver la trace de ce Cros parce que mes parents disaient Croz, Croz. Et je cherchais pendant des années le nom K-R-A-U-S-E. Je savais qu'en 1940-1945, des milliers, 1 ou 2 ou 3 milliers d'habitants de Lausanne sont arrivés à Sétif et ont créé des peuplements là-bas, pour l'exploitation de blé en particulier. Ils habitèrent dans le village de Ain Arnat, qui est aujourd'hui l'aéroport de Sétif. Ain Arnat, ce n'est pas Saint-Arnaud. Ain Arnat qui est collé à la ville de Sétif. Et donc nous avons vécu dans cet énorme silence où, pour ne pas blesser l'avenir des enfants, nos parents nous ont demandé de nous taire, nous aussi. Mais nous ne nous tûmes pas. Là, je vais prendre un risque, là. Nous ne nous tûmes pas. Nos parents ne parlaient même pas français, bon sang. Ils ne parlaient pas français. Mes parents sont morts analphabètes, non francophones, enterrés à Sétif, cimetière de Sid el-Khir. C'est incroyable. Comment vous avez passé 50 ans, 60 ans en France, à Lyon? Vous n'avez pas appris le français? Non. Ils sont restés algériens en France toute leur vie et ils sont morts algériens en France. Incroyable. Mais nous sommes allés à l'école des Français, à l'école Henri Dunant, dont nous prîmes le bateau ce matin. Et nous avons écrit des livres. C'est mon premier roman qui raconte l'Algérie à Lyon, dans ce bidonville. C'est un roman qui a commencé il y a 35 ans avec d'autres livres de Mehdi Charef, à élaborer la construction d'une première mémoire collective. Des millions d'enfants ont lu ce livre, ont vu le film adapté de ce livre avec Mohamed Fellag et se sont identifiés. Mais la mémoire s'est effritée. Il ne peut pas imaginer les enfants des collèges que je vois aujourd'hui presque quotidiennement en France, que nous avons habité là dans ce bidonville sans électricité, sans chauffage, sans eau, sans rien, avec l'espoir, le plus vite possible, de retourner à Sétif. Incroyable, hein? Retourner à Sétif, où tous les immigrés de France, dans toute l'Algérie, ont construit la maison du retour. C'est marrant, ces immigrés. Ils construisent une maison avec un 2e étage qui n'est jamais fini et dont les armatures métalliques du béton rouillé attendent encore le retour improbable des enfants qui ont quitté l'Algérie après la Seconde Guerre mondiale.
C'est incroyable. Et cette histoire nourrit aussi ma littérature. Mon père, quand il a commencé la construction de cette baraque aux Cheminots, il avait planté un petit peuplier devant. Et quand on est retourné avec mon frère en 2019, pendant le Hirak, pendant la demande d'oxygène, de liberté du peuple algérien, l'ironie du sort, le peuplier qui mesurait 30 cm en 1962 était grand de 30 mètres devant la maison. Et ironie du sort, les racines de cet arbre, planté par mon père, ont déraciné les racines de la maison que mon père avait aussi plantée. Et voilà, nous nous retrouvons, mon frère aîné et moi, devant ce dilemme identitaire franco-algérien. Est-ce qu'il faut couper le peuplier pour laisser l'illusion d'un retour possible un jour en Algérie et donc permettre aux racines de la maison de rester debout, ou alors est-ce qu'il faut laisser la nature faire son travail et laisser cet arbre manger notre maison et rester peut-être à Ferney-Voltaire, pourquoi pas à Lausanne, et accepter le fait que nous mourrons, nous, dans ce pays, où sont nos enfants, et que nous serons enterrés là aussi, et que cette mémoire franco-algérienne, devant nos stèles, continuera à vivre auprès de nos enfants. Merci, merci à Azouz pour ce témoignage. Je ne voulais pas t'interrompre parce que je trouve que ça fait une belle chute dans le fond. Et ça nous ramène à ici et là-bas, qui est une question hein, qui n'a jamais été tranchée et qui sans doute, compte tenu de l'humanité dont nous sommes les uns et les autres porteurs, même si les histoires sont différentes, ne nous quittera jamais. Je me tourne à présent vers Didier Nebo. Didier, est-ce que toi, tu es né en Algérie, d'abord. Oui, ça oui, change considérablement les choses. Ah oui. Donc, tu as une partie de ta mémoire qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas seulement de la France. Est-ce que dans cette mémoire, pour reprendre le thème de notre table ronde cet après-midi, est-ce que dans cette mémoire, l'Algérie est une présence encombrante, ou bien est-ce que dans ta famille, on pouvait en parler, je ne vais pas dire détaché, mais sans une passion ou sans querelle? Il n'y a pas eu de querelle. D'abord, effectivement, c'est vrai que la mémoire des Juifs d'Algérie est une mémoire un peu particulière. Donc il faudrait faire un petit mini-rappel, parce que la plupart d'entre vous ne le savent pas. Mais les Juifs étaient présents en Algérie depuis le début de l'ère chrétienne, et même avant avec les Phéniciens. Et effectivement, je suis président d'honneur maintenant d'une association qui s'appelle Montréal, Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. Et j'ai été appelé par Benjamin Stora aussi pour faire partie de la commission Mémoire et Vérité de l'Élysée. Et je dois vous avouer que j'ai eu un petit dilemme pendant quelques minutes, pas plus, puisque j'étais invité aussi aujourd'hui. Je viens de Paris et j'étais invité à l'Élysée aujourd'hui. Et comme j'avais promis en amont, j'ai fait partie de ce livre collectif, j'ai estimé que c'était plus utile que je vienne là plutôt que je vienne voir Macron au milieu de plusieurs centaines de personnes que j'aurai peut-être l'occasion de revoir un petit peu plus tard avec Benjamin. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc, alors, effectivement, il y a deux niveaux. Mon expérience en 1960-62 qui était très douloureuse puisque j'étais enfermé, je vais vous en parler, bien sûr, mais notre mémoire, si on peut dire ça comme ça, vient, je vous l'ai dit, du début de l'ère chrétienne. Il y avait énormément de Juifs qui sont venus, on le sait mal. Certains venaient de Judée et d'autres venaient, et ça on ne le sait pas, d'Égypte et de Cyrénaïque. En Égypte et en Cyrénaïque, en 118 après Jésus-Christ, il y a eu une grande révolte juive contre les Romains. Et puis ces Romains sont contre-attaqués contre ces Juifs qui étaient mélangés
avec des autochtones libyens, c'est ce qu'on appellera les Berbères. Et donc ces Juifs-là sont partis, ont été chassés pendant plusieurs siècles dans le sud de l'Afrique du Nord. Et donc vous vous êtes retrouvés pendant très longtemps, avec des tribus judéo-berbères, on le sait mal, on le sait peu. Et au moment où les Arabes sont arrivés, il y avait cette fameuse Kaena, qui est une femme de mixte, on va dire. J'ai étudié beaucoup là-dessus, j'ai même traduit des textes latins, Saint-Augustin, Tertullien, Saint-Cyprien, pour corroborer ce qu'on m'avait dit, qu'André Chouraki, qui est un historien juif, disait qu'il y avait une Kaena juive et berbère. Juive et berbère, pour moi, ça ne voulait rien dire, puisque j'étais soi-disant devenu français. Pardon pour le mot soi-disant, j'étais devenu français. Donc, il y a cette présence de juifs et de berbères très nombreux au début de l'ère chrétienne et pendant un certain nombre de siècles. Et puis, effectivement, la plupart se sont convertis. Et il y a eu ensuite et pas tous, certains sont restés juifs. Et il y a eu un deuxième apport, un petit peu plus tard, en 1391 et en 1492, un apport d'autres juifs qui sont venus d'Espagne et qui se sont intégrés dans cette vie locale algérienne, pas très difficilement, au contraire, très bien accueillis. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que en 1500 et des poussières, il y a eu donc les Turcs qui ont pris possession de l'Algérie, et ça, c'est pas connu, c'est mal connu. Et pendant plusieurs siècles, les Turcs ont été donc les habitants avec une loi appliquée avec une main de fer. Et pour les Juifs, c'était la loi du dhimmi, que vous connaissez peut-être, et qui faisait que les Juifs, effectivement, étaient en état de soumission totale. Pas au début, pas en 1391, pas en 1492. Ils ont été très bien accueillis par les Arabes. Mais après, malheureusement, les Turcs étant là, donc on a souffert terriblement, nous les Juifs, vraiment terriblement. Et c'est vrai qu'en 1830, quand la France est arrivée, en 1870, les Juifs ont eu la nationalité française. C'est vrai qu'on est sorti, je vous le dis franchement, de la soumission. C'est vrai qu'on est tout d'un coup devenus, nous qui étions pas grand-chose, et j'ai des textes importants qui le prouvent, tout d'un coup nous étions devenus les égaux des Français. Et il y a eu un problème parce que je pense qu'il y a eu des rendez-vous manqués par la France, des rendez-vous manqués pour ne pas émanciper. Et c'est là qu'effectivement la colonisation a son côté mauvais. Mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Je ne sais pas. À l'époque, peut-être que c'était la loi du genre. Je ne sais pas si les Anglais qui ont eu des colonies ont agi de la même manière ou pas. C'est vrai que ça ne s'est pas bien passé. Et c'est vrai que tout d'un coup, les Arabes ont été libérés des Turcs. Et donc, ils ont voulu leur liberté, et ça s'est mal passé. Sauf Abdelkader, qui était un homme remarquable. Remarquable, il ne faut pas l'oublier. Et si, de mon point de vue, les dirigeants aujourd'hui étaient comme Abdelkader, je pense qu'il y aurait vraiment la paix. Bref, on revient à nos moutons. On est devenus français. Et il y a eu beaucoup de problèmes contre mes ancêtres. Après 1870, en 1898, il y a eu par les chrétiens, il y a eu des juivades épouvantables. Il y avait un journal l'anti-juif c'était terrible ce qu'on a souffert. Et les Arabes, on va faire un saut un peu plus tardif. Pendant la guerre, ma communauté a vraiment terriblement souffert. Et il n'y a aucun Arabe qui a été contre, au contraire. La plupart des Arabes ont protégé les Juifs. Ça, il faut que vous le sachiez. D'accord ? Je parle de la guerre 39-45. Et puis après, excusez-moi, ça s'est donc mal passé. Nous, on était français. Il y a eu pas autant que ça, mais il y a eu un certain nombre de Juifs qui ont défendu la cause algérienne, bien sûr. J'ai même l'exemple d'un ami que certains d'entre vous connaissent, je ne veux pas citer le nom, parce que peut-être qu'il ne me le permettrait pas, qui était communiste, qui est resté en Algérie après l'indépendance, qui a voulu avoir la nationalité algérienne, on le lui a refusé, et il a été obligé après, à cause du fils, de partir, avec beaucoup d'amertume. Alors, moi, j'étais imprégné de tout ça. Donc, quand il y a eu cette guerre d'indépendance, on a été plutôt neutre, on le dit franchement, parce qu'on ne pouvait pas se mettre du côté de l'OS, ce n'était pas possible. L'OS, c'était d'anciens pétainistes pour beaucoup d'entre eux, vous savez.
Mais d'un autre côté, on était français, donc c'était très difficile. Et je me rappelle très bien un ami à moi qui me disait « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est là depuis des siècles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et je vous avoue qu'il y a eu des attentats contre les Juifs. Des attentats stupides, bêtes, sordides. Il y a eu même en 1960, je me rappelle, la grande synagogue d'Alger qui a été complètement brûlée avec mort aux Juifs, mort aux Juifs. Alors, les derniers hésitants n'ont plus hésité et sont partis en France, bien sûr, avec ce regret, cette tristesse. Je voudrais vous raconter une anecdote, je crois, qui est très belle. Oui. Très, très belle. Et je termine ma contribution dans le livre collectif par cette anecdote. À chaque fois que j'en parle, ça me donne les larmes aux yeux. C'était en 1926. C'était à Saint-Eugène, la banlieue d'Alger. J'ai encore 30 secondes. C'était à Saint-Eugène, la banlieue d'Alger. On se baignait beaucoup. Puis il y a un homme, un juif, qui se baigne. Et puis un peu plus loin, il y a un autre homme, un arabe, qui est en train de se noyer. Le juif va vers l'arabe. Il le sort. Il le sauve. Il l'amène sur la berge, sur la rive, pardon. Il a sauvé cet arabe. Là ne s'arrête pas l'histoire. Tous les ans, pendant presque une vingtaine d'années, l'arabe venait voir le juif pour le remercier et lui apporter un petit cadeau parce qu'il avait sauvé de la noyade. Cet homme qui a sauvé cet arabe, c'était mon père. Voilà. Merci Didier. Excusez-moi. Et je termine juste 3 secondes en disant après, on en reparlera tout à l'heure, Oui. J'étais enfermé en 1962 par une rafle. Après, quand j'ai été libéré, on est parti en 3 jours en France. Bien, on va terminer ce tour d'horizon avec toi, Nabil, qui est beaucoup plus jeune et qui incarne peut-être ou qui a peut-être à nous raconter, je suis comme vous, je vais découvrir un autre regard qu'il porte à la fois sur cette histoire, peut-être, ou bien est-ce que pour toi aussi, comme pour les témoignages que l'on vient d'avoir, que ce soit Azouz ou Didier, est-ce qu'il y a cette émotion, cette souffrance, et que dans le fond, il faut d'abord attendre que ce parcours émotionnel se termine avant qu'on puisse regarder cette histoire et non plus parler de la mémoire avec plus de distance. Tu as la parole, Nabil. Merci beaucoup déjà pour cette invitation et cette présence à cette table ronde. Déjà, je suis très ému et touché par les témoignages de M. Azouz Begag et M. Didier Nebo sur ces mémoires. C'est quand même assez incroyable et très puissant. Je ne peux pas m'empêcher de commencer ce passage sans vous raconter peut-être très rapidement et brièvement 2 anecdotes. La première qui s'est passée pas plus tard que ce matin, en arrivant à Lausanne depuis Genève. Je me suis donc amené près du bateau qu'on devait prendre. Malheureusement, il se trouve que j'ai eu peut-être 30 secondes de retard et je me suis retrouvé sur le quai. Ça arrive à peu près à tout le monde, je pense, mais je ne savais pas que les Suisses étaient aussi stricts sur l'heure. Je le saurai pour la prochaine fois. C'est exactement ça. Et plein de peine, j'ai regardé le bateau partir sur le quai. Et je me suis arrêté 2 secondes comme ça. Et pris d'une ironie folle que justement m'a transmis peut-être ma famille, mon grand-père, qui était harki au demeurant, c'est peut-être important pour la suite, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas de meilleure façon de célébrer les 60 ans de l'accord d'Évian en regardant un bateau partir à l'horizon et rester sur le quai. J'ai préféré le prendre ainsi. La deuxième anecdote que je souhaite peut-être partager avec vous, c'était il y a à peu près 3 jours. Je discutais avec un ami genevois sur cette question de l'Algérie, des mémoires, etc. Et je me suis retrouvé à lui faire une réflexion qui était quand même assez phénoménale, je trouve. Moi, parisien d'origine, c'était de lui dire « Vous êtes franchement nuls, les Suisses, en racisme. Parce que vous avez une approche totalement différente de l'algérien que le français.
Et ça, c'est quand même très très important, et je pense que c'est un point de réflexion qui est quand même central. La mémoire française est nécessairement imbibée de la question de la guerre d'Algérie. Mais ça, j'aurai le temps d'y revenir peut-être plus tard. Je préférais quand même mettre 2-3 mots à propos de mon grand-père d'abord. Mon grand-père, justement, comme Azouz Begag le disait très bien, était analphabète, ma grand-mère également. N'avait jamais pu apprendre ni à lire ni à écrire, savait compter bien sûr, mais ça n'a jamais empêché ma grand-mère maternelle par exemple de passer son permis de conduire. Alors bien sûr, elle a dû s'y reprendre à 7 reprises, mais elle l'a quand même eu au final. La problématique qu'il y a derrière, c'est que je n'ai jamais réellement eu de conversation avec mon grand-père à propos de la guerre d'Algérie. Il n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie à ses petits-enfants. Jamais. Il nous disait rien en fait. Il nous parlait comme un grand-père aimant, chaleureux, bienveillant, bon musulman, pratiquant au demeurant, mais jamais il ne parlait de la guerre. Et ce mutisme, je pensais qu'il était spécial, propre à ma famille, jusqu'à ce que j'en discute avec d'autres personnes. Et sur mes 15 ans, 16 ans, j'en parle avec mes parents, ma mère qui m'explique ce qu'il s'est passé en Algérie. À 16 ans. À 16 ans, alors que la plupart de mes camarades déjà savaient ce qui s'était passé peut-être pour la Seconde Guerre mondiale, peut-être pour les Juifs d'Algérie, qui n'avaient pas eu exactement le même accès à l'éducation. Mais nous, rien. 16 années où on ne se construit dans strictement rien. Un néant historique et mémoriel. Et en discutant de ça, petit à petit, je m'en suis vraiment rendu compte en rejoignant justement la commission Mémoire et Vérité mise en place par le président de la République française, du coup. On évolue dans un moule où on n'a strictement rien comme référence. Et en termes d'éducation, même en termes de culture, c'est très difficile. Moi, je suis de 96, alors pour vous dire, je suis très jeune et pourtant je n'ai pas eu accès à une certaine culture et à une certaine source d'histoire. Du coup, pour vous revenir donc du coup sur le sujet de l'éducation, c'était un des points d'ailleurs qui a été mis en avant lors de nos préconisations suite au rapport Stora, et qui est d'ailleurs dans le rapport Stora également, c'est que comment il est possible aujourd'hui pour qu'un étudiant qui commence à la maternelle, donc la petite classe, et du coup pour les Suisses qui sont ici jusqu'au collège, qui est à peu près le lycée en France, comment est-ce possible qu'un étudiant puisse faire tout ce parcours sans entendre parler une seule fois de la guerre d'Algérie ? C'est quand même incroyable, c'est inentendable. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Jusqu'au baccalauréat, j'ai dû attendre ma 2e année de licence, à l'INALCO d'ailleurs, pour entendre parler la première fois de la guerre d'Algérie en histoire. C'est quand même assez phénoménal. Et ça, justement, ça a été un de nos axes de recherche, un de nos axes de travail sur lesquels, en fait, on a décidé vraiment de mettre le là, parce qu'il faut que les générations suivantes puissent comprendre, déjà, de 1, d'où vient leur régime politique. On parle d'un certain tabou en termes de la guerre d'Algérie, et je trouve qu'on a tendance en France à caractériser et à très de manière très caricaturale regarder l'Algérie en disant il s'enferme dans une rente mémorielle vis-à-vis de la France. Ça, c'était les propos du président de la République, Emmanuel Macron. Mais je trouve que quand on se regarde nous-mêmes aussi, on a nos propres tabous sur ça. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas expliquer que la guerre d'Algérie a été un élément majeur et constitutif de la constitution de la Ve République? Pourquoi? C'est assez affolant quand même. Et j'ai peur quand on regarde l'Algérie de s'enfermer dans une sorte de moule idéologique, peut-être paternalisant, peut-être un réflexe d'anciens colons justement, de se dire mais ils s'enferment, ils ne savent pas ce qu'ils font, l'Algérie est une dictature, ou toutes ces choses atroces qu'on pourrait penser de l'Algérie, et ils n'ont qu'une seule pensée, c'est qu'ils restent foncièrement accrochés à l'idée que la France est la mère des mots. Déjà, c'est pas vrai. Toute personne qui connaît la société algérienne moderne sait justement la place de l'Algérie et de la France, et le rôle de la France durant cette guerre d'Algérie. Mais ensuite, c'est complètement, ça nous détourne nous-mêmes de notre première préoccupation. La France s'est construite sur la guerre d'Algérie. La République française s'est construite sur la guerre d'Algérie, la 5e du moins. Et cette instrumentalisation, elle a bien sûr existé au niveau du FLN, ça c'est une évidence. Mais elle est aussi, je crois, le marqueur d'un problème qu'on ne veut pas voir. L'Algérie
J'ai encore l'émotion, excusez-moi, de Monsieur Nebo et Monsieur Begag, messieurs Nebo et Begag qui me reprend. Mais je crois réellement que si ce débat aujourd'hui, pour les 60 ans de la guerre d'Évian, qu'on pourrait prendre en compte et peut-être tirer en termes de conclusion, ce serait qu'il faut réfléchir à cette guerre d'Algérie comme fondatrice en France d'un régime politique. Et je crois aussi, comme pour finir très rapidement, ce que disait le président de la République à ce sujet, l'Algérie est la matrice d'un nombre incommensurable de nos problèmes. Et je trouve qu'il y a quand même une parole de vrai dedans. Alors, on pourrait m'accuser de macronisme ou d'autres choses, mais c'est pas grave. C'est trop tard. tu termines rapidement. Je termine très On rapidement. fera un autre Bien sûr. tour. Je termine très rapidement. Il faut vraiment contextualiser cette guerre d'Algérie en termes de droit et en termes de régime politique en France. C'est le principal axe de réflexion qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole. Je vous remercie. Merci Nabil. Je voudrais juste refaire un nouveau tour d'horizon, mais peut-être plus court cette fois-ci. Nicolas, comme on l'a préparé tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, j'aimerais bien qu'on puisse aborder maintenant cette question que je t'ai posée initialement au départ. Est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il est possible à ce stade, aussi parce que c'est un momentum historique dans lequel la révolution numérique permet des deux côtés de la Méditerranée, aux Algériens comme aux Français et à d'autres, ou aux Suisses, d'avoir des sources d'informations diverses et que chacun peut aller chercher ce qu'il a envie de trouver comme réponse à ces questions. Est-ce qu'il te semble que l'on peut passer maintenant de la mémoire à l'histoire? Mais pour être tout à fait honnête, je pense que celui qui veut vraiment se documenter sur l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, il a tout le matériel à sa disposition. Il y a en 3 clics, vous avez accès à 20 articles scientifiques sur des sujets très précis, vous avez accès à des ouvrages généraux. Ce n'est pas une question d'histoire cachée, l'histoire on la connaît. L'histoire, on la connaît, ce n'est pas une question d'histoire cachée. La véritable question qui nous occupe ici, je pense, par rapport à la mémoire, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une inclusion collective de ces mémoires dans des sociétés aussi différentes que celles de l'Algérie et de la France, et les difficultés que pose cette inclusion. Alors ça doit passer par l'histoire, parce que l'histoire, eh bien, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, elle nous apprend, alors c'est scientifique, entre guillemets, elle est effectivement révisable. L'histoire, c'est une discipline accumulative, donc elle est en perpétuelle évolution. Donc effectivement, ce que Benjamin Stora a écrit aujourd'hui sera sans doute contredit en partie demain, peu importe. Mais on sait les choses, on a la base de connaissances tout à fait suffisante pour arrêter de dire des bêtises, que ce soit du côté français ou du côté algérien. La question de notre relation à la mémoire, on le voit bien, c'est beaucoup plus quelque chose d'affectif. La mémoire, elle est affective, elle nous resitue, on voit dans le témoignage que Didier vient de nous faire, comment il recompose d'une certaine manière les relations entre les Arabes et les Juifs à travers ce dont il se souvient. Peut-être l'historien aura-t-il des correctifs à faire là-dessus, peut-être il aura à faire des nuances, peut-être il aura à faire même des contradictions. Parce que l'historien, par son métier, c'est son métier, il a une nature d'entomologiste. Nous arrivons sur l'histoire avec un scalpel et nous essayons de constituer des faits historiques. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui est dit, au contraire, ça fait partie aussi. La puissance du témoignage, la force de l'émotion fait partie aussi de ce qui est transmis à l'historien. Elle nous dit quelque chose justement sur la puissance de l'événement, sur la violence de l'événement. Et elle nous dit aussi quelque chose parce que la mémoire, c'est une force active dans la société, tout simplement. Toutes les sociétés se fondent sur des imaginaires historiques. Le FLN a voulu fonder l'imaginaire historico-politique de son pouvoir légitime sur la guerre d'Algérie. La France a préféré l'effacer de son imaginaire historique parce que ce n'était pas assimilable. Qu'est-ce que vous faites, encore une fois, avec ce que c'est que la vérité de la guerre d'Algérie? C'est très difficile à assimiler, mais on peut le faire. On a bien fini par assimiler Vichy. On a fini par l'assumer, Vichy. Personne aujourd'hui n'est traumatisé en France par Vichy. Pourtant, il a fallu deux générations. Je pense que c'est la même chose. Et je dis c'est la même chose
et je terminerai là-dessus, t'inquiète pas, je vais être rapide. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on est sur des phénomènes de violence extrême. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre déjà, parce qu'on est sur une histoire par les marges où il faut aller au bout de ce que ça signifie, la violence extrême. Ça signifie, je l'ai dit tout à l'heure, la torture institutionnalisée par la France, mais du côté algérien, ça signifie aussi d'autres formes de violence. C'est pas qu'une histoire héroïque, la guerre d'Algérie. C'est aussi les assassinats des membres du MNA, c'est aussi des villages qui sont massacrés. C'est tout ça qu'il va falloir assumer aussi pour l'Algérie. Sans dire, bien sûr, que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que la guerre de libération n'était pas justifiée. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais quand on veut travailler sur l'histoire, ça veut dire qu'il faut prendre toute l'histoire, tout ce qu'il y a à prendre. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On a besoin des mémoires pour construire ça. Après, c'est comment réintégrer ça dans un récit qui fait sens, hein, collectivement, à la fois en France, en Algérie, et on l'espère, d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Merci Nicolas. C'est important de souligner ce que vient de dire Nicolas, parce que ça me permet d'enchaîner, avant de donner la parole à Didier, sur une notion que l'on n'a pas encore évoquée, mais qui surnage, qui est même très présente dans le témoignage que tu nous as apporté tout à l'heure, c'est la notion de la citoyenneté. Juifs et autres se retrouvent aujourd'hui dans un contexte social, culturel, historique, dans lequel, théoriquement, même si aujourd'hui les questions identitaires sont très prégnantes dans la société, il ne faut pas le nier non plus, la question de la citoyenneté était écartée, n'existait pas en Algérie. Toi, tu dis nous, les Juifs, les Algériens peut sans doute disaient nous, et chacun avait un nous de communauté, d'appartenance. Est-ce qu'il te semble, aujourd'hui, pour parler des Juifs d'Algérie, qui est une histoire singulière compte tenu de la violence avec laquelle ils ont été arrachés à ce pays, est-ce qu'il te semble qu'aujourd'hui, c'est encore vrai ce communautarisme, ou bien est-ce que tu as cette sensation que finalement les choses s'estompent ou s'effacent? Écoute, ça ne s'efface pas encore. Ça s'estompe, mais ça ne s'efface pas encore, puisque, comme tu l'as si bien dit, il y a d'abord le temps de la mémoire, on est là-dedans, avec le côté émotionnel que nous ressentons tous. Et après, il faut l'histoire précise et de tous les côtés. Ce que certains ont reproché à Benjamin Stora, que je connais bien et qui a demandé à ce que je sois dans cette commission, la même que la tienne, mais je ne t'ai pas vu à Paris. Mais enfin, comment? Ah, toi, c'est les jeunes, d'accord. Nous et eux. Il y a les vieux et les jeunes déjà, tu vois. Oui. Alors, c'est vrai, ce que certains ont reproché à Benjamin, c'était dans ses premiers livres, mais plus dans les deuxièmes. Ce que certains ont reproché à Benjamin, c'est qu'il n'a pas été, c'est pas moi qui le dis, hein, il n'a pas été assez objectif. Et il n'a pas vu, comme tu le dis, dans l'histoire, tous les volets. Peut-être qu'au début, il n'a pas vu tous les paramètres. Aujourd'hui, il est beaucoup plus objectif, je trouve. Et c'est vrai que pour parler de Benjamin, il a été très, 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 très déçu de l'accueil, du mauvais accueil qu'il y a eu de son rapport. Je sais, je l'ai vu, j'étais à côté quand on est allé déjeuner. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais ça l'a beaucoup, beaucoup frappé, marqué. C'est un homme de paix, et qui voulait effectivement, comment dirais-je, tourner plein de pages, avoir plein de mains tendues, c'est ma démarche à moi aussi. Et quand il voit qu'en Algérie, le pouvoir algérien, on va dire, pas les masses populaires, tu as raison, on en a parlé tout à l'heure, on était dans le même train, on parlait donc de ce petit peuple, qui est un peuple qui adore. Moi, j'ai beaucoup d'amis algériens, donc je ne les vois pas, qui sont là-bas, je veux dire. Et j'ai des contacts, puisque je suis président d'honneur de cette association Montréal.
Et donc, ils ont la main sur le cœur. Je leur demande un service, mais ils se coupent en quatre pour me le rendre là-bas à Alger. Effectivement, j'avais besoin d'avoir des photos de la tombe de mes grands-parents sur lesquelles je n'ai jamais été. C'était des amis algériens qui se sont coupés en quatre pour aller prendre ces photos de la tombe de ma grand-mère qui a été spoliée, il faut que vous le sachiez. Bref, c'est une autre histoire. Donc, il y a une différence. Et effectivement, je pense que le pouvoir algérien n'est pas encore mûr, me semble-t-il, pour faire cette paix des braves, comme disait De Gaulle. Par contre, le peuple, lui, il est prêt. Donc, il faut commencer le travail d'historien, tu as raison. Il va falloir que le travail de mémoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, s'efface, il faut qu'il existe encore, pour que le travail d'historien, le vrai travail d'historien, prenne sa place. Mais il faut, je pense, encore un peu de temps. Merci Didier. Azouz, toi tu es né à Lyon, tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les quartiers, c'est la formule consacrée maintenant dans la presse. C'est compliqué pour ces jeunes issus de l'immigration, nés en France, d'une double culture. Il y a beaucoup de choses qui se télescopent dans leur esprit. Est-ce qu'il te semble que cette mémoire a été, un, transmise, et deux, est-ce que de ce que tu as pu voir ou des discussions, des échanges que tu as avec eux au quotidien, puisque tu vis toujours à Lyon, est-ce qu'il te semble que l'on peut maintenant entrer dans l'histoire d'une manière sans être froide, je ne veux pas aller jusque-là, mais peut-être plus sereine? Je vais vous raconter une anecdote terrible. J'ai envie de vous la dire. Pendant 2 ans, quand j'étais ministre, tous les mercredis matins de 10h à 11h30, il y avait un conseil des ministres. Le président de la République, le Premier ministre en face, et nous, trentaine de ministres autour de la table. J'étais à peu près toujours en face d'un ministre, blond aux yeux bleus, né à Clermont-Ferrand. Tous les mercredis matins, en riant jaune, il me faisait... C'était qui ce ministre? Brice Hortefeux, que j'appelais moi Driss Hortefeux. Vous vous rendez compte? Il avait 45 ans, ce type. Rachid Dati l'appelait le facho. Avec les Arabes, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Le grand remplacement. Voilà ce qu'il avait déclaré en tant que ministre de pas n'importe quel ministère. Le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. C'est-à-dire, attention, contrôlons l'immigration pour protéger notre identité nationale. Mais, né à Clermont-Ferrand, le type, d'où il a sorti ce geste-là? Le sourire kabyle? D'où? Voilà comment ce type de transmission se fait au plus haut niveau de l'État. Parce que je suis un Algérien. Parce que je viens de l'histoire d'Algérie, de l'histoire... Et que cette idée de poignard, d'égorgement, est profondément ancrée dans la mémoire collective de ces types de 40 ans, là. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient allés lui faire 2 années de service en Algérie. Comment vous voulez que les gamins aujourd'hui, qui s'appellent encore Mohamed, Rachid, Jalil, Taïeb, à qui on demande de changer leur prénom pour bien être français, se trouvent leur place dans cette société qui leur demande une amputation patronymique. Et ce n'est pas n'importe qui leur dit ça. C'est un Olivier qui s'appelle Azmour, dont les 2 parents sont juifs de Constantine et Sétif, je crois. Mais c'est invraisemblable. Plus j'essaie de courir en avant et fuir cette histoire d'Algérie, plus elle me rattrape derrière. J'ai envie de dire, depuis que je suis né, depuis ma naissance, j'entends résonner les mots Biko et Bougnoul. Depuis que je suis né, depuis que nous sommes des millions de gens ici. Les Biko, les Bougnouls. C'est dingue. Mais toute ma vie, j'aurais vécu ça, moi. C'est pour ça que je dis j'aurais dû naître
à Genève ou à Lausanne pour échapper à cette stigmatisation, bon sang. Je vis encore. J'ai mal au dos maintenant parce que je suis fatigué. On est fatigué. On a envie que cela s'arrête, que cette mémoire-là soit coupée net d'un coup de ciseau et dégagée et qu'on regarde devant. Un dernier mot pour dire à quel point est vibrante la question identitaire. Partout où je vais dans les collèges, je rencontre des milliers de jeunes, même dans les écoles primaires. Je prends le micro devant eux, je fais 1, 2, 3, ils disent tous « Vive l'Algérie !» C'est dingue. Mais qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. On est les champions. Qui ont? Mais tu as 12 ans, tu as 14 ans. D'où ça devient ça? L'Algérie, championne d'Afrique du football. Il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie, qui n'ont jamais entendu parler ni des accords d'Évian, ni du gouvernement provisoire de la République algérienne, et qui sortent dans la rue avec le drapeau algérien. Des centaines de milliers de drapeaux algériens qui flottent dans les rues de France, parce qu'une équipe d'Algérie, composée très souvent de binationaux, des billes, a gagné pour eux. Vous vous rendez compte? Ils se redressent, des millions de gens se redressent leur colonne vertébrale et se sentent stolz, fiers d'être algériens, bon sang. Et quand on me demande alors, elle se règle cette mémoire? Ben non! Ça, du geyser, là, du cratère, ça coule encore. Et moi, quand on me demande qu'est-ce que vous faites, j'écris des livres, lisez-les, achetez-les. Peut-être cela va vous aider à colmater les brèches dans le cratère. Merci Azouz. Bien. Il nous reste encore 15 à 20 minutes. Je propose qu'on prenne un quart d'heure. Si vous avez des questions, essayez d'être bref et de poser une question et de dire à qui elle s'adresse. Mais si vous voulez faire des interventions, je vous demande qu'elles soient courtes, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de frustration. Il y en aura, mais on va éviter qu'elles soient trop nombreuses. Merci. Là-bas. Madame. Allô? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors moi, ça sera plus une intervention qu'une question. On remarque en écoutant les différents témoignages qu'en effet, ce sont des témoignages qui reconstruisent aussi l'histoire d'un point de vue émotionnel, ne serait-ce que qualifiant les Turcs d'Ottomans, ne mentionnons pas la Soumam, mais bref, en effet, on trouve tout dans les livres d'histoire. Mais il y a un grand absent à cette table, et que je trouve assez absent dernièrement, c'est le peuple algérien. Ce petit peuple que vous citez, que moi je considère comme un grand peuple, ce peuple qui a été mentionné brièvement, et je la remercie fortement, par Nicolas Bancel, ce peuple du Irak, en fait. On ne parle pas des caciques du pouvoir algérien qui se sont maintenus en place pendant des décennies avec le soutien des pouvoirs français, mais de ce peuple-là qui est absent alors qu'il est principalement concerné par les questions des accords d'Évian qui régissent encore aujourd'hui sa vie, qui sont conscientisés dans une histoire qui est repassée, mais qui a été mis en public et mise en mémoire collective par le Irak. Et cette jeunesse algérienne qui, aujourd'hui, alors même qu'on fait le lien entre passé et présent, comment on voit bien comment le passé de la guerre d'Algérie et des accords d'Évian ont façonné la République française telle qu'on la connaît, ils sont totalement absents. On oublie aujourd'hui leur réalité qui est qu'actuellement, ces jeunes qui sont sortis en portant une mémoire collective qui est celle de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère, qui est celle de leur grand-père et de leur arrière-grand-père, sont aujourd'hui absents alors même qu'ils sont torturés dans les geôles algériennes, à l'heure où je vous parle, qui sont arrêtés par milliers et centaines à travers tout le territoire algérien, et que personne n'en a un mot, alors qu'ils sont les premiers concernés par ces soutiens, par ces rencontres. Tout simplement. Merci, madame. Oui. Il y a une intervention là-bas, à droite, s'il vous plaît. Le micro là-bas, tout au fond. Voilà, lève-toi, ce sera plus simple pour te voir. Oui, bonjour.
Alors, merci pour vos interventions et vos témoignages passionnants. Et j'aimerais juste rebondir sur la question, et voir avec une question par la suite, sur la question des Juifs d'Algérie, et juste peut-être rebondir sur le concept d'immi, dont la jurisprudence musulmane ne veut pas dire forcément le statut inférieur, mais plutôt un statut à part qui est au départ destiné plutôt à protéger les non-musulmans d'une conversion forcée, qui a été bien sûr par la suite détériorée, bien sûr, dont le sens a été détérioré, y compris avec des historiens colonialistes qui avaient développé une thèse, bien sûr, à viser de justifier ou légitimer la colonisation. Juste sur la question de neutralité des Juifs, j'ai travaillé plutôt sur des archives américaines concernant les Juifs d'Algérie, mais surtout il y a aussi d'autres ouvrages qui sont publiés, parmi lesquels une thèse publiée sur les Juifs du FLN. Donc il y a parmi les Juifs d'Algérie beaucoup qui ont aussi choisi de rejoindre la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, pour ne citer que Daniel Timsit, par exemple. Voilà. Donc quel est votre avis là-dessus? Merci. On va prendre Madame, et puis ensuite, on va donner la parole aux intervenants pour qu'ils puissent répondre, et on fera un dernier tour de... Allez, Madame. Oui, bonsoir. Je prends juste 2 minutes, peut-être, c'est en réaction pas à ce qui plus, s'est... Yasmine. Oui, même pas, moins de 2 minutes. Juste quand on parle du peuple algérien, je suis franco-algérienne, je suis d'abord algérienne, je suis née, j'y ai grandi. Aujourd'hui, quand on parle des questions mémorielles ou d'histoire, il faut aussi prendre en compte le système éducatif algérien. Aujourd'hui, ce système éducatif véhicule une histoire qui est manichéenne, et le peuple algérien, le peuple qui était non pas dans le hirak, j'aime pas tellement ce mot, pour moi j'aime bien l'expression révolution du sourire. Dans ce mouvement, j'ai participé à 28 vendredis, j'ai fait l'effort d'aller de Nice à Alger pendant 28 vendredis, dans cette rue algérienne qui s'est réappropriée l'espace public, effectivement. J'ai été d'abord sous l'enchantement, sous l'effet de l'enchantement, parce qu'on s'est réapproprié notre histoire, les figures historiques, on s'est réapproprié cette histoire, mais en même temps, signe que cette histoire aujourd'hui est aussi un fardeau. Nous avons du mal à dépasser cette histoire, nous avons du mal en tout cas à dépasser cette mémoire qui est encore très crispée à l'interne, qui en Algérie, formé à l'école algérienne, a entendu parler du massacre de Melouza. J'ai découvert ce massacre en travaillant sur ma thèse, en étant en France. Donc je pense qu'il faudrait que l'on sorte à un moment, je souhaiterais que l'on sorte, parce qu'il faudrait aussi, c'est facile, je souhaiterais que l'on sorte de cette vision manichéenne. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse tout au long de cette journée, de cette manifestation, c'est justement nos Algéries qui se racontent au travers de tous vos témoignages, de tous nos témoignages. Je ne vais pas être plus longue. Désolée, ce n'était pas une question. Merci, Yasmina. Didier, si tu peux répondre à la question qui était soulevée ici sur la question des dhimmis. Et ensuite... Oui. Alors, pour l'histoire des dhimmis, je connais vraiment parce que ma famille en a souffert, d'une part. Et d'autre part, c'était donc la charte d'Omar, bien sûr, c'était les protégés de l'islam, mais à la condition de respecter un certain nombre de règles, qui étaient des règles vraiment assez difficiles et assez terribles. Pour vous citer un exemple, c'était en 1815, donc avant la colonisation française. En 1815, à Alger, il y avait le consul des États-Unis qui s'appelait... D'ailleurs, je crois que je le cite dans le livre, qui s'appelait Scheller, quelque chose comme ça. Il expliquait que lorsque les jardins, n'oubliez pas que c'était quand même les Turcs, d'accord, qui étaient omniprésents. Lorsque les jardins du Pacha étaient couverts de sauterelles, il y avait des sauterelles parfois, donc c'était les Juifs qui étaient chargés avec leur corps, de s'étendre sur tous les champs pour faire
les Juifs, donc, pour faire partir les sauterelles. Et ils pouvaient sortir de la ville que le mercredi et le vendredi. Et lorsqu'il y avait des enterrements, ils n'avaient pas le droit de gémir plus fort, trop fort, pour ne pas déranger, pour ne pas déranger les musulmans. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, il y a des juifs, pas majoritaires, mais il y en a eu, qui ont défendu la révolution algérienne. En particulier, j'ai un ami à moi, je t'en ai parlé tout à l'heure, qui est resté en Algérie très longtemps, qui a demandé la nationalité algérienne et qui n'a pas pu l'avoir. Et enfin, je vais répondre à la jeune femme qui est là. Elle a raison. Le peuple algérien, c'est lui qui est le principal intéressé. Le peuple algérien, et je le sais, puisque j'ai des amis algériens qui sont en Algérie et qui m'ont rendu des grands services et qui sont prêts à se couper en quatre. Et moi, je fais une différence entre le peuple algérien et le pouvoir algérien aujourd'hui. Effectivement, le peuple algérien, elle a complètement raison, n'est pas, comment on peut dire, n'est pas, j'allais dire mise en valeur, c'est pas le mot, pardonnez-moi, mais c'est pas lui, il n'est pas protégé. Et elle a complètement raison, donc j'ai répondu à la question qu'elle ne m'a pas posée. Merci. Et voilà ce que je voulais dire. Merci. Peut-être on va prendre une dernière question. Question, s'il vous plaît. Oui, madame, allez-y. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que certaines choses ont déjà été prises dans les questions qui vous ont été posées. Mais moi, je m'élève fermement contre la définition que vous donnez de l'Empire ottoman, de la façon dont il a géré tout son territoire, etc. Mais je ne m'étends pas là-dessus parce qu'il y a des livres tellement importants qui en ont fait le tour. Je reviendrai plutôt sur la question, là aussi, des Juifs orientaux. Et donc, je renvoie aussi, pour aller très vite, à ce qu'on peut définir comme étant la spécialiste du sujet, et la Shoah, qui a écrit toute l'histoire des Juifs orientaux et qui relève en particulier la question pour l'Algérie de ce qui a constitué pas le rapport, mais le protocole Crémieux qui a donné à un moment donné la nationalité française aux Juifs. Aujourd'hui, en Algérie, je n'ai jamais rencontré un Algérien qui ne nous parle pas de ce qui a été profondément vu comme une trahison. Il faut aussi comprendre, il ne faut pas simplement être historien, il faut aussi être anthropologue, il faut comprendre ce qu'était, le mode de vie constitué par les deux communautés. Il n'y a pas de possibilité de suivre une religion musulmane si elle n'a pas à côté la religion juive, c'est-à-dire qu'ils s'interfèrent, que l'un apporte à l'autre, que toute la culture, la musique, etc., est une culture qui baigne dans les deux religions. Et de voir tout d'un coup les Juifs se détacher de ce qu'était leur propre communauté pour devenir français, c'est encore aujourd'hui un traumatisme. Je voudrais aussi insister sur la question de ce qui a été, majoritairement la défense que les Algériens ont pris au moment des lois de Vichy. Personnellement, mais vous avez passé très vite là-dessus, personnellement, c'est avec beaucoup d'émotion que dans la ville de Marnia, la ville originaire de Ben Bella, j'ai pu lire dans le club de football l'arrêté pétainiste qui empêchait les enfants juifs de continuer à jouer au football et qui a été immédiatement soutenu au point que Ben Bella, qui devait faire une carrière de sportif, ces enfants-là, spontanément, sans qu'il y ait les parents qui viennent leur dire, les enfants algériens ont aussi quitté le club de football. Donc ça me fait particulièrement mal, quand vous passez si vite sur cette question-là. Et je voudrais aussi, rapidement, madame. Rapidement. Que d'autres... Et je voudrais aussi terminer sur la question que, certes, il y a eu, la communauté juive qui a souffert évidemment d'être évincés de cette terre. Vous avez mentionné à quel point ils avaient souffert. Vous n'avez pas pris la proportion
de cette communauté juive qui a pris parti pour l'OAS. Par contre, si je regarde ceux qui étaient les gens les plus proches de Ben Bella en 62, qui y avait en premier Michel Raptis, à qui on rend hommage, qui est connu par les trotskistes sous le nom de Pablo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur, rapidement. Et puis, je ne sais plus, j'ai vu une main se lever. Là. Allez-y, monsieur. Il y a un micro pour monsieur. Oui, oui, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Là, ici, s'il vous plaît. Levez-vous, monsieur, avec les lunettes. Avec les lunettes. Levez-vous, monsieur. Comme ça, on vous apportera. Je signale quand même que j'étais le premier à lever la main et que certaines personnes sont intervenues lors de la session précédente. Allez-y, faites vite. Je vous remercie. C'est bien une question, hein. J'ai regardé les récentes séries documentaires diffusées sur Arte et France 2. Immédiatement après, j'ai écrit sur mon téléphone une remarque suivante. Et j'aimerais avoir votre sentiment à cet égard pour savoir si elle est pertinente, exagérée ou carrément erronée. J'ai la désagréable impression qu'il y a une tendance chez Benjamin Stora et d'autres, malgré son autorité méritée, d'éviter la hiérarchisation des mémoires et des souffrances, ou autrement dit, de mettre sur les pieds noirs, les harkis et les Algériens sur le même plan. Cela recèle un risque d'occulter, pour les plus jeunes et les plus ignorants, le fait incontestable qu'il y avait des oppresseurs et des oppressés, des occupants et des occupés, des spoliateurs et des spoliés, des humiliateurs et des humiliés, des nantis et des indigents, des citoyens et des indigènes, etc. Bref, autant d'antagonismes et d'injustices qui ont légitimé la guerre d'indépendance et que tout homme, et donc le parti pris que tout homme honnête doit avoir envers l'une des parties. Cette tendance est, à mon sens, risquée lorsque sont convoqués des descendants d'Algériens connus ou moins connus pour se faire accréditer auprès de l'opinion publique française. Vous avez évoqué la rencontre du président de la République française avec des jeunes et une formule malheureuse qu'il a eue à cette occasion. Des séries documentaires décevantes au regard de l'historiographie récente de la guerre d'Algérie et des études postcoloniales en général, dont les recherches les plus récentes n'hésitent plus à dénoncer la colonisation pour ce qu'elle est. Je pense à l'excellent film « Exterminer toutes ces brutes » de Raoul Peck, également diffusé récemment sur Arte. Pour être crédible, il faut être équilibré et j'évoquerai également le problème de l'ouverture des archives en Algérie et les insuffisances de la recherche académique, voire les obstacles à cet égard, sans mentionner bien sûr les récupérations politiciennes d'une minorité. Mais du côté français, où force est d'admettre que la recherche s'est grandement épanouie et où l'État a demandé pardon pour la rafle du Veldiv et que ses voisins allemands et hollandais ont demandé pardon pour la Namibie et l'Indonésie, en France, le champ politique et l'opinion, semble-t-il, restent encore des barrières à faire tomber. Merci de votre patience, messieurs. Merci. On va prendre une toute dernière question parce que je pense que les réponses vont être dispersées. Et peut-être, si on veut qu'elle soit complète, il faut un peu de temps. Monsieur, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, j'étais vraiment touché par toutes les interventions et les témoignages de tous, de Azouz en particulier, de M. Nebou. Mais j'ai une question à M. Nebou. Voilà, vous nous avez dit que vous êtes parti de la commission avec Benjamin Stora, des questions pour rapprocher les Algériens et les Français. Voilà, moi je suis algérien. À l'indépendance, j'avais 11 ans. Je me rappelle donc très bien de la guerre de l'Algérie. Je me rappelle très bien du 19 mars, j'étais à l'école, comment ça a été entre la FLN et l'armée française. Aujourd'hui, c'est-à-dire on a appris il y a quelques années, Chirac, le président Chirac, il avait reconnu, c'est-à-dire comment on appelle ça, c'est ce qu'il a fait de mauvais la France envers les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas historien, moi je suis géophysicien. Alors, donc la France a reconnu ces erreurs
qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre pour les Juifs. Aujourd'hui, quand on voit, la France a un président tout à fait intelligent, jeune, 39 ans, qui est venu en 2017. Il était à Alger. Moi, je n'étais pas à Alger, j'étais ici. Il disait qu'il reconnaissait, avant les élections, dans la campagne, il reconnaissait que la colonisation, surtout en Algérie, c'était quelque chose comme un crime contre l'humanité, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on voit, il parle d'une autre chose. Il parle que le régime algérien, le pouvoir algérien, comment il dit là, politico-militaire. Il dit qu'est-ce qu'il est, le pouvoir, mais ici le pouvoir algérien comme le pouvoir en France. Et la France doit l'accepter. Et puis on parle de mémorial et tout ça. Pourquoi la France, avec toutes les gens, avec toutes les souffrances qu'ils ont eues en Algérie, juifs, algériens, berbères, arabes et tout ça, pourquoi la France aujourd'hui ne reconnaît pas qu'est-ce que la colonisation a fait de l'Algérie? Voilà, je voulais un peu faire votre intervention à ce sujet. Merci beaucoup. Et ce Merci. sera la dernière question, donc dernier tour. Et on Oui, j'ai bien compris. Donc ça fait des frustrations, mais je voudrais quand même, d'abord, il y a beaucoup de gens ici qui ont été interpellés de ce côté-là. Donc Didier, je te laisse répondre à cette question. Alors, dans cette commission, effectivement, il était question qu'en Algérie, vous m'entendez là? Oui. Il était question qu'en Algérie, il y ait la même commission pour que les choses avancent et pour que l'apaisement des mémoires puisse se faire. Et cette commission n'a pas existé en Algérie, elle n'existe pas. Donc effectivement, la commission Mémoire et Vérité de l'Élysée est amputée. Elle est amputée, et donc c'est pour ça que ça n'avance pas. Macron a eu 39 ans, effectivement c'est bien, il a voulu tourner les pages, il a cru qu'en Algérie, on allait avoir la même commission, je vous dis la vérité, et ben, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que c'est incomplet, c'est pour ça qu'il manque quelque chose. Vous avez complètement raison. Maintenant, la dame, je ne sais pas, là qui m'a interpellé en me faisant un reproche, en 5 minutes, vous ne pouvez pas parler de tout, madame. Et si vous lisez le livre, effectivement, puisque je participe dans ce livre, j'explique dans ce livre en 3 lignes, parce qu'en 20 pages, je parle de 2000 ans d'histoire et de plein de choses. Et je dis qu'aucun Algérien n'a participé à quelque action que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale en Algérie contre les Juifs. Au contraire, et je le dis, ils les ont protégés. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Didier. Je sais pas si ça... Didier. Nabil, tu veux peut-être essayer, peut-être si ce n'est d'apporter une réponse, en tout cas de réagir à ce que disait monsieur sur la hiérarchisation des mémoires, si tant est que c'est possible. Alors déjà, tout d'abord, merci pour la question parce que je la trouve extrêmement pertinente. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte de ça de notre point de vue en tant qu'observateur direct, mais c'est vraiment le cœur d'une réflexion qui doit être amenée à être continuée. C'est un peu problématique d'évoquer la chose comme ça, mais je vais m'expliquer. La question de la hiérarchisation des mémoires, déjà, c'est un terme déjà très médiatique. C'est pas forcément un terme historique où on va se dire qu'on va se mettre d'accord entre nous à 4 et on va dire il y a telle mémoire, la Shoah vaudrait mieux, je vais parler clairement, la Shoah vaudrait mieux que la guerre d'Algérie, que la colonisation, etc. Ça, c'est une idée justement qui, je la trouve très peu partagée dans nos cercles de réflexion, notamment chez Mémoire et Vérité ou avec le groupe Jeune, pour le coup, désolé pour la petite intervention tout à l'heure sur ça, mais je la trouve au contraire, on fait énormément de parallèles, notamment sur la question des lieux de mémoire. On essaie justement d'entrer, comme monsieur Bancel tout à l'heure, d'entrer dans une approche comparative sans être dans une approche de jugement de valeur. Et je vais expliquer la chose. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez descendant indépendantiste. Si c'est le cas, non ? Algérien, tout simplement. Ok, d'accord. Moi, en tant que descendant de harki, je ne pourrais jamais décemment, et vous le comprendrez aisément aussi, je ne pourrais décemment mettre la même souffrance que mes grands-parents ont vécue que la vôtre. Et c'est
totalement normal et légitime, parce que je vous demande pas l'inverse non plus. Mais par contre, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment votre grand-père a souffert. Comment votre père, votre famille a souffert de ça. Comment on peut arriver à concilier des mémoires qui sont de nature irréconciliable. Et c'est ça la vraie question. Et je vous invite même à venir travailler avec nous sur ces questions-là, parce que c'est très important. Mais oui, je vais rigoler, mais c'est très important. C'est le sens de notre travail aujourd'hui. Et 60 ans après les accords d'Évian, il faudrait que la troisième génération, la deuxième génération, dont la mienne exactement, puisse travailler sur ces questions-là et qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table, ce qu'on a réussi à faire. Et ce qui était assez incroyable pour nous, c'est qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table, dire ok, mon grand-père il a souffert, ma grand-mère a ça, ma tante elle a vu ça, et puis le chien de truc, etc. Il s'est passé ça avec ça, 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 comme ça. C'est exactement le sens de notre travail. Pouvoir concilier les mémoires de nature irréconciliable, ça peut paraître impossible, mais au final, j'ai le sentiment qu'on peut arriver à écrire un brin d'histoire ensemble sur ça. Et c'est pour ça que je vous invite même à venir nous rejoindre sur ce sujet. Je vous laisse... La mémoire, la question de la mémoire est éminemment politique. Tous les Genevois connaissent la ville limitrophe de Lyon qui s'appelle Vaux-en-Velin. Dernières élections régionales, 90% d'abstention. Vous avez vu peut-être le reportage sur l'islamisme à Roubaix. Roubaix, 87% d'abstention. Dans tous les quartiers d'immigration, qui font beaucoup jaser dans les médias depuis fort longtemps, l'abstention est une blessure dans la démocratie invraisemblable. Invraisemblable. Voilà pourquoi cette histoire n'avance pas. Cette mémoire commune franco-algérienne n'avance pas, parce que la plupart, une grande majorité des enfants de cette histoire franco-algérienne, qui sont des millions de personnes, ne votent pas. Voilà pourquoi j'insiste depuis 2 ou 3 ans à Lyon avec une équipe pour faire la promotion d'une idée qui est celle du vote obligatoire. Quand tout le monde votera, quand tous ceux qui sont utilisés comme des épouvantails aujourd'hui par les politiciens d'extrême droite du grand remplacement seront demain des électeurs, eh bien les discours d'extrême droite et tous les discours politiques vont intégrer des éléments de la présence en France, dans l'identité française, de ces millions de gens qui sont les boucs émissaires, les épouvantails de la politique aujourd'hui. Voilà, c'est la seule solution. Tout le reste, c'est de la couture d'historien, la couture des bricolages. On ne peut pas s'en sortir dans toutes les équations antinomiques que tu évoques. On ne peut pas s'en sortir. La solution politique. Tu veux dire quelque chose, va voter, et puis écoute les candidats à telle et telle élection, et tu votes pour celui dont l'idéologie te parle, te raconte quelque chose, et notamment de ta mémoire. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci Azouz. Je vais donner la parole pour terminer à Nicolas Bancel, peut-être pour ramasser l'ensemble de la discussion. Si tu as du fil et une aiguille, c'est le moment. Ok, donc ça sera pas cousu de fil blanc, j'espère, mais je vais essayer d'être court. Peut-être qu'on peut pas il ne s'agit pas de se réconcilier avec la colonisation, qu'on soit bien clair. Personne n'a envie de se réconcilier avec la colonisation, ce n'est pas possible. Et je pense qu'il y a peut-être un mauvais procès qui est fait avec Benjamin Stora, que je connais très bien, c'est un ami, on a fait plusieurs choses ensemble. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « Je ne transigerai jamais sur une chose, la colonisation est un système de domination et d'oppression. C'est un apartheid. » Et je pense que quand on travaille d'ailleurs sur les mémoires, on ne peut pas faire l'économie de cette histoire de l'Algérie française, entre guillemets, et de ce qu'elle a charrié comme violences qui sont constitutives de la violence de la guerre d'Algérie elle-même, mais qui sont peut-être aussi constitutives de la forme de violence qu'a exercé l'État algérien sur la société algérienne après la colonisation. C'est là où je dis que nos deux sociétés ont tout intérêt, non pas à se réconcilier avec la colonisation, mais à travailler sur ce qui nous a construit après la colonisation. C'est ça aussi les études postcoloniales. Et tant que cette anamnèse ne sera pas faite d'un côté et de l'autre, eh bien, comme le dit Azouz, nous piétinerons. Merci. Merci Nicolas, merci à tous pour votre patience. Désolé pour la frustration, mais c'est inévitable.
Je crois que c'est Sarah qui a le mot de la conclusion. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup Kader. Effectivement, avant de vous laisser partir, je veux quand même dire quelques mots. Et effectivement, merci aussi Didier d'avoir préféré Lausanne à Paris pour cette fois-ci. C'est un vrai honneur. Alors, juste quelques mots pour vous annoncer la suite, mais aussi remercier Alter Start Food qui est là ici pour servir les repas. Je voudrais en dire quelques mots. Donc, Alter Start Food, qui en fait partie d'Alter Start, une initiative lancée par la fondation suisse IFPD il y a 5 ans en partenariat avec l'EVAM, qui est l'établissement vaudois d'accueil des migrants et le canton de Vaud, pour offrir un démarrage alternatif aux personnes issues de la migration, parfois des réfugiés ou des requérants d'asile, qui souvent sont titulaires de diplômes, de compétences, qui n'arrivent pas à obtenir une reconnaissance nécessairement dans l'économie, et donc qui créent leur micro-entreprise. Il y en a beaucoup dans la restauration, Alter Start Food, mais aussi dans d'autres, dont notamment la photographie avec notre photographe Morteza Zerati, et donc aujourd'hui à la cuisine Tsek Tsek. Voilà, ils sont là tous les deux. Donc, merci à Alter Start Food et Alter Start d'être là aujourd'hui. Il y aura encore une petite restauration ce soir, puisqu'on aura un concert tout à l'heure à 20h30 de Anwar Kadour Cherif Quartet. Donc vous pouvez bien sûr profiter de Lausanne, rester pas trop loin, rester avec nous, continuer les discussions. Donc on a un peu le temps, restaurez-vous, il y a à manger, il y a à boire, voilà. Aussi pour vous dire qu'on peut commencer une séance de dédicace. Donc les librairies Payot sont là, et vous avez vu plusieurs ouvrages. Les auteurs sont là, Jacques Ferrandez est avec nous également, Azouz Begag, les auteurs du livre collectif et d'autres. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les solliciter. Ils seront là, aux tables, là derrière, si vous voulez une autographe. Donc ensuite, on soupe, comme on dit en Suisse, avec Alter Start Food pour ensuite profiter un peu de musique et puis finalement célébrer ses mémoires en chanson, donc avec Anwar Kadour Cherif ce soir à 20h30 ici également. Demain, pour celles et ceux qui veulent continuer la journée, on sera à Genève, à l'Université de Genève sur le site d'Unimail. Pour continuer le programme, une table ronde sur l'identité par-delà les origines, une table ronde justement avec Jacques Ferrandez et d'autres sur comment l'écriture est aussi un moyen d'explorer l'identité, et puis une session de clôture à la fin, à laquelle on aura le plaisir d'avoir aussi une allocution de la maire de Genève. Donc ça, c'est demain à Unimail. Également à Genève, une exposition de photographie au Parc des Bastions, qu'on organise en partenariat avec le Centre de la photographie de Genève, une exposition commissariée par Danae Pancho, qui est la directrice du Centre de la photographie et qui a travaillé avec Abdo Chanan, un photographe algérien. Et alors justement, effectivement, la voix des Algériens ne sont pas très présentes aux tables rondes, mais on les met en honneur en images. Donc cette exposition photo montre en introduction d'abord certaines photos d'archives qui placent dans le contexte justement le rôle de la Suisse dans les accords d'Évian, des photos d'André Gazu que vous avez vues tout à l'heure, mais ensuite également 4 photographes algériens d'Algérie ou algériens de France ou d'ailleurs, voilà, qui expriment leur héritage, leurs racines à travers leur art, à travers la photographie. Cette exposition est à voir jusqu'au 3 avril au Parc des Bastions. Et ensuite, également, juste pour vous donner la suite, on aura également le 7 avril, je perds mes notes, à la Cinémathèque suisse de Lausanne, qui se trouve dans le même bâtiment, un film, donc en partenariat avec la Cinémathèque, Les coulisses suisses de la guerre d'Algérie, un documentaire réalisé il y a 10 ans, qui en fait est encore d'actualité, le 7 avril à 18h30. Et juste pour mentionner également, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Notre Histoire, mais aussi d'Histoire Vivante, donc Notre Histoire qui a mis en avant un certain nombre d'archives, de documents, de photographies, de vidéos qui sont très intéressantes. Allez voir le site internet et merci encore à eux d'avoir été là et d'être encore là. Histoire Vivante également a consacré toute une semaine d'émissions, la semaine du 7 avril, avec certains de nos intervenants qui étaient invités et qui est tout à fait intéressante. Allez les écouter aussi, c'est encore sur leur site internet. Voilà, donc ça c'était plutôt pour les questions pratiques. Ensuite, je voudrais remercier nos partenaires sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Bien sûr, le Global Studies Institute de l'Université de Lausanne, l'Institut d'études politiques de l'Université... pardon, je me suis trompée. Le Global Studies Institute de l'Université de Genève et l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne, mais tout un nombre d'autres partenaires également
que vous voyez là. Et merci également aux gens qui m'ont soutenu. Je dis merci aujourd'hui, je redirai merci demain parce qu'ils ne seront pas tous là. Donc Leïla Clouche, avec qui tout a commencé il y a 1 an. Leïla, si d'ailleurs les équipes veulent se lever. Damien Contamin qui a déjà dû partir et Ramzi Bouzerda. Bilal El Houari qui n'est pas là aujourd'hui, qui sera là demain. Elisabeth, ma mère. Jeanne, Arva et Maëva Barbet de l'Université de Genève, du Global Studies. Asni Abidi, qui j'ai vu s'est enfui déjà, mais qui nous a... Ah non, il est encore là. Qui nous a beaucoup épaulés, qui nous a beaucoup soutenus sans hésiter. Merci Asni. Et un grand merci aussi à Mounir Bellal de l'association Mosaïque, sans qui tout aurait été plus compliqué. Donc un grand merci Mounir qui est là derrière. Merci à tous. Ce qui est assez formidable depuis que cette aventure a commencé, c'est justement les gens et toutes ces personnes-là qui n'ont pas hésité à s'engager, à nous soutenir. Merci pour leur générosité. Merci également à Sébastien Soji qui nous a préparé le site internet dont vous êtes nombreux à m'avoir dit beaucoup de bien. Donc merci à Sébastien, je ne sais pas s'il est là. Merci également à Idouche Abdelghani qui nous a fait les logos, qui a fait tout le design, qui a fait les brochures, les flyers. Il est à Paris, c'est un étudiant algérien qui est à Paris. Merci à lui parce qu'il a fait un travail formidable d'aplomb. Il a travaillé jour et nuit. Voilà, merci beaucoup à lui, merci à eux. Merci d'être venus. Restez là. À tout à l'heure, j'espère, et à demain. Merci beaucoup. Pardon, je vais juste dire encore quelque chose. Plutôt que merci, je vais dire bravo à Sarah, parce qu'il n'y a personne pour la féliciter, pour le travail énorme qu'elle a fait. Si vous êtes tous là, c'est grâce à elle. Donc bravo Sarah.